Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Nuhu Madani Diallo. Il est juriste de formation. Il a 20 ans d'expérience au niveau du système international pour les questions de droits de l'homme et de protection, questions de protection et de promotion des droits de l'homme, au niveau notamment du Rwanda, du Burundi, mais aussi de la Cour africaine des droits de l'homme. On va revenir sur tous ces éléments-là tout à l'heure dans l'émission. Monsieur Nuhu Madani Diallo, bonsoir. Bonsoir, Ismaël. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment vous allez? C'est la question classique qu'on pose à tous nos invités. Non, je vais très bien, absolument pas de problème particulier. Je me porte très bien et tout se passe bien pour le moment, il n'y a pas de problème. Côté santé et famille, tout va bien. Un peu aussi touché par la situation que vit votre pays, le Burkina Faso? Ah oui, absolument. C'est clair que du côté de la famille, pour le moment, ça va. Mais vu la situation dans laquelle se trouve le pays, j'avoue qu'on n'a pas toujours le sommeil. C'est très difficile de dormir quand on pense ce qui se passe tous les jours. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de m'incliner devant la mémoire de nos vaillants FDS et les VDP qui se sacrifient tous les jours pour amener la paix dans le pays. Également, une pensée à tous ces déplacés internes, près de 2 millions. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, avec une telle situation, on ne peut pas être vraiment en bonne santé comme il le faut. Vous aviez l'habitude chaque fois d'aller à Dori par la route. Aujourd'hui, ce n'est pratiquement plus possible. Chaque fois quand vous réveillez le matin, vous voyez qu'on ne peut pas se rendre à Dori par la route comme on veut. Quel est le sentiment qui vous anime? Ah oui, absolument. C'est vraiment un sentiment de désespoir et de révolte. Parce que, comme vous le dites, dans toute ma carrière, je suis venu régulièrement en vacances au Burkina et je suis toujours allé chez moi à Dori par la route. Mon dernier voyage à Dori, c'est seulement en 2021, juillet 2021. Mais malheureusement, depuis 2 ans maintenant, il est devenu absolument très difficile de s'y rendre sans risque. Et vous-même, vous venez de suivre ce qui s'est passé cette semaine même sur la route de Dori. Donc c'est vraiment révoltant. Quand je me réveille le matin, je pense que je ne peux pas voyager comme je veux, aller chez moi comme j'ai l'habitude de le faire. C'est effectivement, ça trouble le sommeil, Et quand on voit la situation de Dori, quand on regarde ce que vaut cette région du Sahel en matière d'économie et l'inaccessibilité, souvent, on se dit, on a manqué un peu de vision tout de même. Oui, absolument, ça c'est sûr. Vous savez, quand on considère l'importance de cette région et toutes les potentialités qui y sont, que vous-même, dans vos émissions, vous en avez déjà parlé plusieurs fois, je pense que quelque part, on n'a pas su faire comme il fallait le faire durant toutes ces années, parce que ça fait quand même 60 ans que le Burkina est indépendant. Hein. Donc forcément, quelque part, des choses n'ont pas été faites. D'ailleurs, je me rappelle très bien lors d'une interview de son Excellence, le président Ibé lui-même, il parlait des insuffisances dans cette région-là. Ce qui a manqué, et l'expérience que lui il a vécue, avoir marché à pied dans cette région du Sahel. Et puis il a souligné plein de choses qu'il estime que les gens auraient pu mieux faire que ce qui a été fait. Bien sûr, on ne dira jamais que rien n'a été fait. Quelque chose a certainement été fait, mais effectivement, on aurait pu mieux faire et ça allait certainement atténuer la souffrance des populations que nous vivons actuellement. La question du désenclavement, est-ce que vous pensez que c'est le moment ou jamais de s'y pencher pour le Sahel burkinabé? Non, absolument. Je pense que c'est le moment de s'y pencher parce que, comme vous-même vous le savez, et vous-même vous avez fait plusieurs fois la route de Dori, j'ai suivi vos émissions, et la route vous avez dénoncé la dégradation de cette route-là jusqu'à Dori. Et d'ailleurs, c'est la seule route bitumée, parce que quand vous prenez... La seule route bitumée du Sahel, hein, c'est vrai qu'en 2020, on y avait été par 2 fois pour des conférences, on s'est rendu compte qu'entre Yalgo et puis Dori, la route avait commencé à prendre un sérieux coup. Oui, absolument. Entre Yalgo et Dori, c'est pratiquement très difficile, la route s'est complètement dégradée, et c'est la seule route bitumée jusqu'à Dori.
entre Dori et les autres chefs-lieux de province, il n'y a pratiquement pas de route. Et Dori-Djibo, c'est près de 200 km. C'est une route en terre rouge qui est praticable très difficilement. N'en parlons pas des autres routes, Dori, Seba, et Dori-Gorom. Dori-Gorom qui devait être bitumé, que le bitumage a commencé depuis longtemps, mais je crois savoir que ce n'est pas encore terminé. Est-ce que c'est cette situation aussi qui a dû envenimer la situation au Sahel? Bon, si on s'en tient à ce que tous les experts qui sont intervenus sur cette crise-là en ont parlé, certainement ce n'est pas seulement cette situation, mais elle fait partie également des problèmes que vit la population, parce que ça fait que la vie dans le Sahel devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire que les défis sont énormes à tous les niveaux, que ce soit la question d'emploi, que ce soit même l'accès à l'eau. L'accès à l'eau potable, vous savez, c'est vraiment un défi dans le Sahel jusqu'à présent. Pour tout le Sahel, les zones qui ont accès à l'eau potable de manière régulière, quand vous sortez de la ville, des villes comme Dori, et peut-être Gorom et Djibo un peu, le reste là, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Quand vous faites la région de Yaga, de moins la province de Yaga, les zones comme Masila et autres là, jusqu'à présent, les gens n'ont pas accès à l'eau potable. En son temps, on vous disait que c'était un cliché, hein, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on t'envoie au Sahel. Est-ce que ce n'est pas tout cela aussi qui nous rattrape avec le temps aujourd'hui au Burkina Faso? Oui, effectivement, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que les gens qu'on envoie au Sahel, depuis que moi j'ai pris connaissance de la zone PSEC, depuis le temps de la Mizana quand on était jeunes, on entendait qu'on envoyait. Au temps de la Mizana quand vous étiez jeune? Ah oui, absolument. Oui. Absolument. On envoyait des gens là-bas et c'était surtout comme. Affectation, sanction à l'époque, non? Oui, affectation, sanction. Oui. Sanction, et donc on les envoie là-bas pour les sanctionner et non pas vraiment. Donc, quand vous allez avec cet esprit-là, vous allez dans une zone parce qu'on vous a sanctionné, mais vous ne voulez pas y être. Donc, ce qui fait que vous ne faites pas le travail pour lequel on vous a envoyé. Donc, ça pose des difficultés. Je me rappelle que c'est sous la Révolution, sous Thomas Sankara, c'est Thomas Sankara qui avait pris un décret un jour qui est exigeant l'affectation de 6% de personnel de chaque ministère à l'intérieur du pays, pas seulement au Sahel bien sûr, à l'intérieur du pays, parce que ce n'est pas seulement le Sahel qui était concerné. Je me rappelle très bien, tout sous Sankara, on a pris cette mesure, c'est en ce moment que ça va commencer à changer un peu. Le redéploiement de l'administration, oui. Quoi qu'on dise, cette question, on va toujours la poser. Il faut qu'on regarde un peu sur les fondamentaux de la République afin de tenir compte de tous les enfants du pays. Sinon, on va continuer à lutter contre l'insécurité, mais l'iniquité va continuer à diviser sans doute les Burkinabés. Ah oui, absolument, parce que toutes les régions, quand même, en ont besoin. C'est vrai que il ne suffit pas de laisser les gens se concentrer seulement à Ouagadougou et Bourg-du-Lasso, ça posera toujours des problèmes. Parce qu'il y a des services publics à l'intérieur du pays. Il faut renforcer la présence de l'État. Parce que même actuellement, la crise que nous vivons actuellement là, tout le monde a constaté, les experts en ont parlé, que les zones où les terroristes ont pris plus de l'ampleur, c'est des zones où vraiment l'État est absent, presque absent. Parce que vous parcourez 40-50 km pour rencontrer une gendarmerie ou dans certains endroits, vous trouvez seulement un préfet. Pas grand monde, avec pas grand monde. Donc il ne peut pas faire grand chose. Donc l'absence de l'État sur le terrain, ça pose effectivement un problème. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut y remédier le plus tôt possible. On va revenir maintenant sur ce que vous savez faire de mieux, la question de la protection et de la défense des droits de l'homme un peu partout en Afrique. Vous avez fait le tour du continent. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une grosse polémique sur la question des droits de l'homme au Burkina Faso? Bon, en fait, ça ne me surprend pas tellement, comme vous l'avez dit, c'est le travail que j'ai effectué durant toute ma carrière sur le terrain. Donc, c'est des polémiques qui arrivent chaque fois qu'il y a une crise. C'est vrai que pour beaucoup de gens, la question des droits de l'homme ne doit pas être de jour quand il s'agit d'une crise, quand nous sommes en crise. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que les droits de l'homme doivent être évoqués en temps de paix, mais surtout en temps de guerre. En temps de guerre, c'est essentiel parce que pour limiter les dégâts et justement pour empêcher l'injustice. C'est très important. Et puis encore, très souvent les gens pensent que les droits de l'homme, c'est une invention des Occidentaux, c'est fait pour les Blancs. Mais je me rappelle très bien que rien que la semaine passée, sur ce même plateau, le professeur Abdoulaye Souma disait que les Africains ne doivent pas laisser le bénéfice aux Occidentaux parce que même dans les empires africains,
Et il y avait déjà des questions de droits de l'homme qui étaient déjà de mise. Donc c'est déplacer peut-être le débat à ce niveau où tout le monde doit se sentir porté par la question des droits de l'homme en Afrique? Non, je pense que c'est vraiment important que tout le monde se sente concerné parce que tout le monde en a besoin en fait. Tout le monde en a besoin? Oui, tout le monde en a besoin parce que quand on dit droits de l'homme, parce que très souvent les gens voient seulement les droits politiques. Oui. Mais ce n'est pas un droit politique. Le droit à l'éducation, c'est un droit de l'homme. Le droit à la santé, c'est un droit de l'homme. C'est-à-dire que les gens ne pensent que question politique. Quand le droit à la vie, de ne pas être torturé, de ne pas être jeté en prison, de droit à la justice. Mais ce n'est pas ça seulement, parce qu'il y a plusieurs générations de droits de l'homme. Il y a les droits de l'homme de première génération, qui sont les droits politiques et autres. Mais aussi, il y a les droits de l'homme de la deuxième génération, qui sont les droits socio-économiques. Et normalement, au plan international, on ne doit pas les dissocier. Quand on parle des droits de l'homme, on parle de tous les droits de l'homme. Donc, c'est fondamental que les gens comprennent que tout le monde en a besoin. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de cas en Afrique où quand les gens sont au pouvoir ou sont dans l'opposition, agissent différemment. Donc, mais tôt ou tard, ça les rattrape. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait qu'on vilipende aujourd'hui les droits de l'homme dans nos pays? Parce que c'est à géométrie variable, soit on est dans l'opposition ou dans la majorité. Les droits de l'homme ne sont pas valorisés de la même manière. Ça dépend de la posture des uns et des autres. Oui, absolument. Quand vous regardez les batailles politiques en Afrique, parce que ça vient surtout quand les gens se battent pour le pouvoir ou contre le pouvoir. C'est que pour le pouvoir et contre le pouvoir. Pour le pouvoir ou contre le pouvoir. Oui. C'est que quand les gens sont dans l'opposition, ils revendiquent leurs droits qui sont bafoués. Et très souvent, quand ils arrivent au sommet de l'État, ils oublient qu'ils avaient demandé la même chose. Donc, ils appliquent la même situation aux autres. Donc on a eu beaucoup de cas en Afrique où des chefs d'État ont été rattrapés par cette question de droits. On a le cas d'Alpha Condé de la Guinée qui est arrivé au pouvoir par les urnes, mais dont on a vu ce qui s'est passé comme bilan des droits de l'homme. Et puis maintenant qu'il a perdu le pouvoir, il est plus ou moins rattrapé par ça. Est-ce que vous en voulez aux pourfendeurs des droits de l'homme? Non, je ne les en veux pas parce que vous savez, chacun a son niveau de connaissance, de compréhension. Et peut-être que ça n'a pas été bien expliqué aux gens. Ce n'est pas tout le monde qui a accès facilement à cette connaissance des droits de l'homme. Ça n'a pas été très souvent dans beaucoup de pays d'ailleurs, ce n'est même pas enseigné. Oui, mais si on en parle pour le citoyen lambda qui regarde Burkina Info, qui a besoin de comprendre ce que ça veut dire droits de l'homme, vous qui êtes un spécialiste du domaine, qu'est-ce que vous avez à lui dire pour le convaincre que c'est nécessaire qu'il lutte pour les droits de l'homme? Non, ce que j'ai à lui dire, c'est que tout le monde, y compris sa personne, en a besoin des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que maintenant, il pense que les gens évoquent les droits de l'homme pour justement sanctionner un régime ou quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire que tout individu, dès la base, dès sa naissance, en a besoin parce que sans les droits de l'homme, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux absolument rien faire. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui se plaignent là, ils pensent qu'on évoque cela à cause de la situation sécuritaire de vivre actuellement. Mais non. Même en temps de paix, il y a la question des droits de l'homme. Tu peux avoir un conflit avec ton voisin, tu te présentes devant la justice, tu as des droits à revendiquer. Ça fait partie des droits de l'homme. Et des jeunes qui se lèvent aujourd'hui, qui vont à l'école, qui étudient, qui font des études, ont le droit de l'avoir de l'emploi. Le droit à l'emploi, c'est un droit de l'homme. Donc je pense que ce n'est pas assez détaillé aux gens. Les gens ne voient que les questions politiques. Mais ce n'est pas vraiment seulement ça, ce n'est pas seulement la question politique. Le droit de l'homme, c'est vraiment à tous les niveaux, et tout le monde en a besoin. Je pense que très souvent aussi, les gens y mettent de la passion. Donc je pense que l'important, c'est d'expliquer aux gens, surtout aux jeunes d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut dépassionner le débat sur les droits de l'homme au Burkina Faso? Non, absolument. Je pense qu'il faut dépassionner le débat. Il faut, comme disaient certains, il faut ramener la balle à terre. C'est que se dire que les droits de l'homme, c'est quelque chose dont nous en avons tous besoin. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas seulement qu'on le voit maintenant par rapport à la situation que nous vivons, par rapport à la situation politique que nous vivons, par rapport au régime actuel. C'est-à-dire que les droits de l'homme concernent toutes les situations, que ce soit des régimes civils ou militaires, et tout le monde en a besoin. Il faut vraiment dépassionner les droits de l'homme. Alors, vous cassez le débat, hein. Ce n'est pas une imposition d'une puissance quelconque occidentale. Hein. C'est clair, c'est net là-dessus. Non. Pour moi, c'est très clair parce que j'en ai vécu et j'ai travaillé dans le domaine. Ce n'est pas une imposition parce que si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est quelque chose qui a été adopté par tous les États membres des Nations Unies, y compris le Burkina Faso. Et tous les textes fondamentaux des droits de l'homme au niveau international ont été signés et approuvés par le Burkina. Donc, le Burkina Faso fait partie du système international, donc
on ne peut pas faire partie du système là et faire fi des textes. Donc moi je pense que il faut vraiment avoir ça en tête. C'est-à-dire que les États se sont engagés, le Burkina fait partie des États qui se sont engagés pour promouvoir et faire respecter les droits de l'homme et tous les États sont tenus à cela. Je ne pense pas que ce soit, de mon point de vue, que ce soit une imposition de l'Occident. Je veux qu'on parle à présent du Rwanda. Vous avez fait le Rwanda, vous avez fait partie de la première équipe qui a été déployée donc au Rwanda après le génocide de 1994. Alors quand vous êtes arrivé au Rwanda, c'était comment les premiers moments dès que vous avez mis pied sur le pays, en sachant naturellement que près de 300 000 personnes venaient de se faire massacrer? J'avoue que quand je suis arrivé au Rwanda en novembre 1994, exactement le 28 novembre je crois, j'avoue que j'étais très choqué. Parce que j'ai découvert un pays en ruine. Totalement en ruine. En fait, ce n'est pas 300 000 personnes, c'est 800 000 personnes. Selon les chiffres nationaux, c'est entre 800 000 et 1 million de personnes qui ont été massacrées en l'espace de 3 mois. Et d'une manière atroce. Il y en a qui ont été massacrés à la machette, il y en a qui ont été massacrés par des fusils, il y en a qui ont été massacrés par des pierres, par des bâtons. Et vraiment des choses incroyables. C'est-à-dire que jamais je n'avais imaginé avant d'aller au Rwanda que j'allais vivre une telle situation, un tel désastre, voir des fosses communes. Une fosse commune, on te dit ici c'est 500 personnes, ici c'est 300 personnes, ici c'est 1000 personnes. Ou bien dans les églises, vous trouvez des corps et des gens assassinés dans les églises, donc dans les maisons de Dieu. Vous imaginez le choc que cela m'a fait. Moi qui, dans toute ma vie, je n'avais jamais vu des gens tués par des armes à feu. Quand j'étais encore, avant d'aller au Rwanda, c'est au Rwanda que j'ai vu ça pour la première fois. Donc j'étais très marqué et j'ai eu des difficultés à supporter les premiers moments. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez vu des cadavres dans les rues? Comment ça s'est passé concrètement? Parce que l'atrocité, vous avez dit 800 000 à 1 million de personnes massacrées. Quand vous êtes arrivé, c'était assez frais. Qu'est-ce que vous avez constaté, séance tenante, au-delà des fosses qu'on vous a montrées? Oui, quand nous sommes arrivés à Kigali le premier jour, d'abord, la première remarque, en fait, c'est que tout était en ruine. Tout était en ruine. Que, par exemple, vous prenez les bâtiments officiels de l'État, quasiment tous les bâtiments ministériels étaient détruits entièrement ou en partie. Et deuxièmement aussi, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de déplacés internes, donc les survivants du génocide, qui étaient parqués dans des camps de déplacés internes. Il y avait des milliers et des milliers de déplacés internes. Donc, en ce moment, quand nous sommes arrivés également, en fait, il n'y avait plus d'État. Il n'y avait plus d'État. Non, l'État. Mais qui assurait finalement votre protection? C'est que, bon, comme nous sommes allés là-bas pour le compte des Nations Unies, il y avait déjà une mission des Nations Unies sur le terrain, donc c'est la mission des Nations Unies qui assurait notre sécurité. Et le FPR venait de prendre le pouvoir, mais le FPR n'était pas encore assez bien organisé pour garantir la sécurité de tout le monde. Donc en réalité, ce sont les troupes des Nations Unies qui assuraient nos sécurités. Vous avez eu peur pour votre vie dès les premiers moments quand vous êtes arrivé au Rwanda? Et j'avoue qu'à Kigali encore ça va, mais quand on a commencé à aller à l'intérieur du pays, on a eu vraiment des frayeurs. Parce que quand on a commencé à aller à l'intérieur du pays, que nous avons découvert les fosses communes, découvert des cadavres dans les églises, et effectivement... Vous les avez vus, les cadavres dans les églises? Ah oui, absolument, absolument, absolument. Dans certaines églises, on a trouvé encore des squelettes qui étaient posés à l'endroit même où les personnes avaient été assassinées. À l'endroit exact où les personnes avaient été tuées dans les églises. Nous avons trouvé dans les églises, nous avons trouvé dans les bureaux communaux, et il y en avait encore beaucoup à ce moment-là. On s'imagine aisément que vous avez passé des moments terribles, des insomnies à n'en pas finir. Oui, absolument. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui venait d'un pays comme le Burkina Faso, qui n'a jamais connu... Oui, un pays paisible dans lequel tout va bien. Qui n'a jamais connu une telle situation. Oui. Et c'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc que je me rappelle... Ma première mission à l'extérieur de la ville de Kigali, on nous a envoyé à Gisenyi, moi et deux autres collègues là. Gisenyi, c'est le nord du Rwanda, c'est la frontière avec l'est du Congo, comme vous connaissez actuellement d'ailleurs, une zone terrible. Crise avec le M23. Voilà, voilà, donc c'est cette zone-là, c'était ma première sortie, c'était la semaine suivante quand je suis arrivé. Et là, vraiment, on a vu des choses horribles parce que des camps de déplacés, des survivants du génocide. Et maintenant... on avait des camions de PAM qui venaient traverser la frontière pour aller de l'autre côté. Alors que de l'autre côté se trouvaient ceux qui avaient commis le génocide. Donc le PAM partait fournir
et ceux qui avaient fui le Rwanda qui étaient de l'autre côté du Congo. Donc, et les déplacés internes, les survivants du génocide là, s'étaient révoltés et malheureusement nous sommes tombés là-dessus. Et il y avait un affrontement et on a échappé de vitesse. Et des affrontements avec des armes? Des affrontements, bon. Des armes blanches ou... Non, des armes de guerre. Parce que c'est-à-dire que okay. Ce qui s'est passé, les déplacés internes là estimaient que c'était totalement injuste que les camions de PAM partaient livrer des vivres aux autres, parce qu'ils connaissaient les autres comme étant leurs bourreaux. Voilà qu'eux, ils sont victimes également, ils en ont besoin, donc ils ont attaqué les camions de PAM pendant que nous étions là pour piller. Maintenant, on a appelé les forces de l'ordre entre guillemets, et en ce moment, les forces de l'ordre qui étaient là, c'était les éléments de FPR qui venaient d'arriver de la brousse, donc ce n'était pas des forces organisées, c'était vraiment des maquisards. Donc, qui malheureusement... Le FPR, c'est le Front Patriotique Rwandais, hein, le parti de Paul Kagame qui est au pouvoir actuellement. Absolument, absolument. Il venait de prendre le pouvoir et donc en ce moment-là, il n'y avait pas encore des forces organisées pour assurer la sécurité. Donc, c'est des éléments de FPR qui sont venus, que les gens ont appelés pour venir et quand ils sont venus, pour ramener l'ordre, ils avaient ouvert le feu et c'était la première fois de ma vie, vraiment, j'assistais en direct où on abattait des gens avec... Abattre des gens. Donc, quand ils ont ouvert le feu, il y a eu des morts qui ont été... Il y a eu deux morts sous nos yeux. Parmi les gens qui pillaient les camions, là, il y a deux personnes qui sont tombées. Il y a eu 2 morts. Donc, alors que nous, on était là, justement, pour observer justement les droits de l'homme et puis prévenir la violation des droits de l'homme. Donc, déjà, c'était vraiment mon premier test. Et je vous assure que... Vous avez fait Kigali, vous avez fait Gisenyi. Et est-ce qu'il y a une autre ville rwandaise que vous avez visitée pendant ces moments? Si, j'ai fait Gisenyi, j'ai fait Kigali, j'ai fait Kibuye, et j'ai fait Kibungo. Kibungo est une ville qui est au sud-ouest, où j'ai passé, qui est à la frontière avec la Tanzanie. Et donc là aussi, j'ai passé près d'une année. J'ai fait Kibuye dans les collines à l'ouest, qui est frontalière, qui est au bord de la Kivu, en fait, dans le Congo. Alors quand on arrive au Rwanda pendant quelques jours après le génocide, le premier acte qu'on se dit c'est quoi? C'est inhumain, c'est inimaginable pour un être humain de voir autant de massacres de ses prochains? Non, bien sûr. C'est-à-dire qu'on se demande où on est. On se demande comment des êtres humains peuvent en arriver là. Comment des êtres humains peuvent massacrer leurs semblables, leurs prochains, on peut dire même leurs membres de famille. Parce que vous savez, au Rwanda, on parle de Tutsi et Hutu, on parle d'ethnie, mais il faut mettre toujours entre guillemets. Je ne suis pas un ethnologue, mais vous savez, c'est des gens qui parlent la même langue. Ils ont la même culture, pratiquement la même religion, parce que les Rwandais sont catholiques à plus de 95%. Et ils ont les mêmes traditions, tout est commun. Donc, je ne sais pas finalement si on peut dire que c'est des ethnies ou pas, mais en tout cas, alors des gens qui vivaient tous les jours ensemble, il y a des mariages, il y a des intercommunautaires, tout, et subitement, un matin, on se retrouve à massacrer entre 800 000 et 1 million de personnes. Votre mission essentiellement, c'était de faire quoi exactement quand vous êtes arrivé au Rwanda? Quand nous sommes arrivés au Rwanda, c'était de mener des enquêtes sur les cas de violation des droits de l'homme, de promouvoir les droits de l'homme, donc la promotion des droits de l'homme, également surtout d'aider à reconstruire le système judiciaire également. Parce que le système judiciaire était totalement détruit. Donc on a mis en place un programme de coopération technique pour reconstruire les parquets, les trucs. Parce qu'il y avait presque plus de magistrats. Certains avaient été tués, certains sont en prison, certains ont pris le chemin de l'exil. Donc l'appareil judiciaire avait été totalement détruit. Il fallait le construire. Et puis également, dans les prisons, ils s'étaient retrouvés avec environ 100 000 prisonniers suspects du génocide. Et donc, au-delà des capacités du pays de pouvoir, au-delà des capacités des prisons de pays, des capacités carcérales. Donc, vraiment, c'était une situation totalement désastreuse. Et quand vous êtes arrivé, il fallait donc travailler avec les nouvelles autorités, le FPR de Paul Kagame. Comment s'est passée, on a envie de dire, la prise de contact entre vous? Oui, il faut dire qu'au début, c'était quand même difficile. Parce que, bon, vous comprenez, ils venaient de prendre le pouvoir, ils voulaient s'installer, donc ils ne voulaient pas toutes sortes de dérangements, entre guillemets. Et puis, il faut se rappeler également qu'il y avait une mission des Nations Unies là-bas déjà pendant le génocide. Et les Nations Unies ont été accusées d'avoir abandonné, les troupes des Nations Unies ont été accusées d'avoir abandonné certaines victimes du génocide. Donc, les relations entre les Nations Unies et le nouveau régime était vraiment tendu, donc c'était vraiment difficile.
Et après, maintenant, vous avez commencé le travail. Les premiers moments, comment ça s'est passé? Il fallait auditionner les survivants du génocide. Est-ce que vous avez pu rentrer en contact avec ces populations meurtries? Elles ont commencé à vous faire des témoignages sur ce qu'elles ont vécu? Ah oui, absolument. C'est vrai que dès les premiers moments, quand on nous a déployés à l'intérieur du pays, on a commencé à rencontrer les premières personnes survivantes du génocide, les premiers survivants, les premiers témoins, et qui nous décrivaient ce qu'elles avaient vécu. En détail. Vraiment, il y a certains détails là où je vous assure que vous pouvez passer une semaine sans dormir. Une semaine sans dormir? Absolument, absolument. Quels ont été les témoignages les plus tristes que vous avez entendus? Ok, je vous donne par exemple l'exemple dans la région de Kibuye. Nous sommes allés dans une zone qu'on appelle Nyarabouye. Nyarabouye, c'est dans la région de Kibungo, la frontière avec la Tanzanie. Alors, nous sommes allés là-bas et nous avons rencontré les survivants de génocide là-bas. On nous a présenté une fosse où on nous a dit qu'il y avait 800 corps. 800 corps? 800 corps. 800 corps. Donc, quand on a commencé, on a demandé à rencontrer les survivants et nous avons eu un seul vieux, une personne âgée qui avait survécu. Maintenant, dans la description de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand c'est une zone où vivaient ensemble les Tutsis et les Hutus. Mais comme vous le savez, les Tutsis sont minoritaires au Rwanda. Donc, la plupart des zones où ils vivaient, ils étaient minoritaires par rapport aux Tonks. Quand ils ont entendu que les massacres ont commencé dans d'autres zones, et que les Interamois, ce sont les miliciens qui commettent le génocide, se rapprochaient de leur village, donc les Tutsis avaient commencé à avoir peur, et ils se sont rassemblés à un endroit précis, tous les Tutsis, personnes âgées comme jeunes, pour discuter. Alors, parce que le bourgmestre, en ce moment, celui qui était là, le chef de ce secteur-là, c'était un Hutu. Donc, les plus âgés, donc les sages du groupe, ont suggéré qu'ils aillent voir le bourgmestre là pour discuter et lui poser le problème. Et il va voir comment il va le protéger. Alors, dans ce groupe-là, il y a quelques jeunes qui ont dit que vraiment ils n'ont pas confiance. Et ils proposent que tout le monde traverse la rivière la Kagera. C'est-à-dire quand vous traversez la rivière la Kagera, de l'autre côté de la rivière, c'est la Tanzanie, en sécurité. Mais les plus âgés disaient non, il n'y a pas de raison que nous doutons de lui. Il n'y a pas de raison de fuir. Donc, depuis que nous sommes là, il n'y a jamais eu de problème entre lui et nous. Et on devrait aller le voir. Donc, les sages ont décidé d'aller voir le bourgmestre. Ils leur ont expliqué la situation. Et il leur a dit, écoutez, ce n'est pas la peine de fuir. Je vous garantis que... Toutes les garanties sont là, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, il n'y a jamais eu de problème entre vous et nous. Et nous prenons les mesures pour empêcher qu'il y ait des tueries. Alors, dans ce groupe-là, il y a un seul jeune senti de 20 ans qui a dit non, lui vraiment, il n'a pas confiance, lui il préfère, il a pris la pirogue, il a traversé, il est rentré en Tanzanie. Donc, quand les tueurs se rapprochaient de la zone, le bourgmestre a dit à tous les Tutsis, écoutez, allez-y au bureau communal. Donc, dans chaque commune, dans chaque secteur, il y a un bureau communal. Voilà, donc ils ont ce qu'ils appellent les salles polyvalentes, les salles où ont lieu les mariages, et tout ça. Donc, ils disaient, écoutez, tous entrez là-bas et vous serez en sécurité. Donc, ils sont rentrés là-bas et en temps, les tueurs sont arrivés. Alors, selon le vieux que nous avons interrogé directement, il nous disait, quand ils étaient dans la salle, ils voyaient tous le bourgmestre qui discutait avec les tueurs. Ils faisaient des va-et-vient, ils ne savent pas, est-ce qu'il essayait de les empêcher de les tuer, est-ce qu'il complotait, il ne sait pas. Ce dont il se rappelle, c'est qu'à un moment donné, les tueurs ont encerclé tout le bâtiment et subitement, ils ont commencé à tirer sur eux. À tirer sur eux avec des armes à feu, avec des flèches, avec tout ce qu'ils avaient comme armes. Lui, le vieux, il a réussi dans le méli-mélo à échapper, courir. Dans sa fuite, là, il a reçu une flèche dans le dos. Il a pu courir avec la flèche. Il est resté 48 heures dans la brousse avec la flèche avant que les gens ne le trouvent là-bas. Il avait survécu. C'est comme ça que les gens ont été massacrés. Donc, entre-temps, quand les touristes sont venus, le jeune homme qui avait fui en Tanzanie est revenu. Donc vous imaginez que ce sont les deux seuls survivants que nous avons trouvés. Et tout le reste, les 800 personnes ont été massacrées. Ont été massacrées, tous les ont été massacrés. On nous a montré les fosses communes. Donc c'est les deux seuls que nous avons pu rencontrer, qui nous ont donné le témoignage. Et vraiment, donc ça, cette enquête-là que j'ai menée dès les premiers jours quand je suis arrivé,
m'a vraiment marqué. D'autres témoignages aussi vous ont été faits naturellement sur comment la barbarie a été orchestrée. Oui, absolument. Il y a plein de témoignages. Vous savez, les gens étaient massacrés de manière atroce, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les bureaux communaux. Et souvent, j'ai vu également des bureaux communaux, par exemple, les survivants certains avaient pu rentrer dans les plafonds. Dans les plafonds. Les plafonds. Et qu'est-ce que les tueurs ont fait? Certains tueurs n'ont pas hésité à mettre le feu. Ils ont compris qu'il y avait des gens en haut, ils n'ont pas hésité à mettre le feu et fermer le bureau communal. C'était une barbarie exceptionnelle. Exceptionnelle, vraiment. Qui vraiment dépasse l'entendement. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi, qui n'avait jamais vécu dans un pays en guerre, d'ailleurs, ce n'est pas moi seulement, tous les collègues qui étaient avec nous, c'était vraiment, tous les collègues qui venaient des pays ouest-africains, il y en avait beaucoup, c'était vraiment terrible. Alors, le poids des témoignages et la véracité des faits, est-ce que vous avez cru en tout ce qui vous a été dit quand vous êtes arrivé sur le terrain? Non, c'est vrai que nous, c'est vrai que notre travail, c'est qu'on prenait note de tous les témoignages et on transmettait à la hiérarchie, et ces témoignages-là étaient transmis plus tard au tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, il revenait maintenant à l'équipe du procureur de prendre ces témoignages, les revoir et mener certainement d'autres enquêtes criminelles plus poussées avec des experts, avec des médecins légistes, tout ça, et puis s'assurer de voir ce qui peut être accepté, peut être présenté à un juge ou ne pas présenté à un juge. Au niveau des TPIF, finalement, comment les choses ont été organisées? Parce qu'on en a entendu parler, les citoyens qui nous regardent veulent comprendre comment le Rwanda a pu juger finalement tous les criminels liés à ce génocide de 1994. Bon, il faut dire qu'il y avait deux aspects. Il y avait d'abord au niveau national, le Rwanda a mis en place ce qu'on appelle les gachacha. Les gachacha, c'est le système traditionnel, les tribunaux gachacha qu'ils ont mis en place. Et parce qu'ils se sont rendus compte s'il fallait maintenir le même système judiciaire classique que nous connaissons de l'Occident là, il était quasiment impossible de juger tout le monde. Parce qu'ils avaient, sauf erreur de ma part, 100 000 ou plus, rien que des prisonniers. Mais est-ce qu'ils vous avaient expliqué les tenants et les aboutissants de ces tribunaux gachacha? Non, non, le Rwanda, le nouveau régime avait expliqué que c'était la seule manière pour eux de pouvoir rendre justice à tout le monde. Il n'y avait pas de conflit de compétences entre vous, éventuellement? Non, 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 il n'y avait pas de conflit de compétences en sens que le TPR a été mis en place surtout pour juger les commanditaires du génocide. Les grands bonnets du génocide. Les grands bonnets, voilà, les grands bonnets du génocide. C'est-à-dire que le TPR a été mis en place pour juger les grands bonnets du génocide qui, pour la majorité, étaient déjà à l'extérieur du Rwanda. Donc le problème ne se posait pas, il n'y avait pas de conflit de compétences. Maintenant, ce que le Rwanda a mis la main là-dessus, ce sont les exécutants du génocide. C'est ça qu'ils faisaient dans les 100 000 là. Sinon, les ténors du génocide là, je crois, sauf erreur de ma part, le TPR en a jugé 37, je crois. Même le dernier, actuellement, en train de juger, le Félicien Kabuga, qui est considéré comme le financier du génocide, son procès est actuellement en cours. Donc il n'y avait pas vraiment de conflit de compétences dans ce. Même si il y avait quand même des difficultés, parce que le TPR ne pouvait pas fonctionner sans les témoins qui, pour la plupart, étaient au Rwanda et étaient dans les prisons rwandaises. Donc il fallait vraiment trouver un accord avec le gouvernement rwandais pour que le gouvernement rwandais laisse les témoins venir à Arusha témoigner. Souvent, il y a eu des difficultés, mais dans l'ensemble, la coopération était... Donc les tribunaux gachacha, vous n'avez eu aucune marge de manœuvre sur leurs travaux? Non, 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 non. Les tribunaux gachacha, c'était vraiment un système local, national rwandais. Donc le TPR n'avait rien à voir. Et au niveau du TPR, comment ça fonctionnait? Est-ce que quand vous avez identifié une personne pour l'arrêter, comment ça se passait entre vous, les autorités rwandaises, ou ceux qui sont à l'étranger? Non, ce qui se passe, c'est que bon, c'est un tribunal international comme tous les tribunaux internationaux. Vous avez le bureau du procureur qui est chargé de la poursuite, donc qui mène les enquêtes, qui poursuit les fugitifs. Et quand ils arrivent à localiser où est un fugitif, maintenant, avec la coopération des États concernés, parce que je me rappelle qu'il y avait eu un qui était au Burkina ici, et qui a finalement été remis au tribunal. Et tous les États, dans l'ensemble, avaient coopéré et avaient remis les fugitifs donc, qui étaient récupérés à Arusha. Et il y avait une prison des Nations Unies là-bas. Ils étaient gardés là-bas et jugés sur place. Donc, comment se déroulaient les différents procès? Non, les procès se déroulaient bien dans l'ensemble et il y avait les suspects étaient assistés par des grandes équipes d'avocats, des avocats et des juristes internationaux qui venaient de tous les pays du monde. Donc chaque suspect, chaque détenu avait une équipe de 5 avocats à peu près. De 5 avocats, bon, il y a l'avocat principal, un avocat secondaire et puis des techniciens, des assistants, des juristes pour les assister. Chaque
suspects avaient au moins une équipe de 5. Certains ont fait des aveux. Est-ce que c'était difficile d'avoir des aveux de certains détenus? Non, il y en a qui ont fait des aveux. Parce que vous savez, dans le système international, il y a ce qui se passe dans le système anglophone là. C'est qu'il peut y avoir des négociations entre l'équipe de la défense et l'équipe du procureur. Et s'ils s'entendent, l'accusé peut plaider coupable. Je prends l'exemple de l'ancien Premier ministre du gouvernement génocidaire, Jean Kambanda, qui était l'un des premiers à être jugé d'ailleurs, qui dès le départ a accepté de plaider coupable. Donc, vous savez, quand vous avez le Premier ministre en personne qui plaide coupable, donc c'est vraiment un gros morceau, qui a plaidé coupable, et donc il y a eu un accord de négociation de peine, et il a été jugé et puis il a été condamné. Donc il y en a qui acceptaient de reconnaître les faits qu'ils étaient... Il y en a aussi qui ont été acquittés. Est-ce que c'était des procès pour l'histoire ou pour la réconciliation entre les Rwandais? Non, c'est-à-dire que pour les deux, c'est pour l'histoire et pour la réconciliation. Maintenant, la réconciliation, il ne s'agit pas seulement de faire le procès, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Mais c'est pour l'histoire parce que la communauté internationale avait la responsabilité de mettre en place le TPD et juger ce que le génocide. Parce que le génocide, c'est un crime international, ce n'est pas seulement un crime local. Donc, dès le moment où les Nations Unies ont reconnu que c'était un génocide, je crois que la communauté internationale n'avait pas d'autre choix que de s'assurer que justice a été rendue. Et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de mettre en place ce tribunal-là et juger sur tous les commanditaires du génocide. Alors, si on vous pose une question banale, à quel degré on peut parler de génocide dans une nation? À quel moment on parle de génocide? Bon, selon la Convention sur le génocide de 1948, c'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont bien précis. C'est-à-dire que d'abord, l'intention, par exemple, de détruire en totalité ou en partie une ethnie sur la base, un groupe sur la base ethnique, de religion. Peu importe le nombre de personnes massacrées? Non, peu importe le nombre de personnes massacrées. C'est vrai que dans la Convention, on ne parle pas du nombre. Mais seulement ce qui est sûr dans la pratique, pour commettre un génocide, le nombre fait partie. Mais ce n'est pas une conditionnalité. Mais ce qui est plus important, c'est vraiment l'intention de détruire, l'intention de faire ce mal. Alors votre tribunal a été remis en cause aussi par certaines personnes en disant clairement que bon, c'est un tribunal pour juger que ceux qui ne sont pas au pouvoir. Le régime de Kagame aussi avait été vu comme faisant partie éventuellement des commanditaires de ce génocide de 1994. Non, certainement, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Je pense que bon, c'est très fondamental, chacun va se faire une idée. C'est-à-dire qu'une chose est claire. Et le génocide qui a été commis, c'est le génocide contre les Tutsis de Rwanda. Ça, c'est établi, ça c'est sûr. Oui. Maintenant, à part le génocide, il y a des crimes de guerre, il y a des crimes contre l'humanité qui ont été également commis contre les Hutus modérés également, qui effectivement n'ont pas pu être jugés par le TPA. Mais le TPA s'est concentré sur le génocide. De par ce que vous avez vu au Rwanda, quel enseignement vous en tirez? Non, le premier enseignement que j'en tire, c'est que c'est important, c'est très important de cultiver la paix et le vivre en commun. C'est très important parce qu'à mon avis, quand on regarde avant le génocide, ce qui s'est passé au Rwanda avant le génocide, les choses ont commencé depuis avant les indépendances. Et c'était entre les Tutsis et Hutus depuis avant les indépendances. Malheureusement, quand les colons sont arrivés, les colons ont profité de cette situation. Quand ça les arrangeait, ils supportaient les Tutsis. Quand ça les arrangeait, ils supportaient les Hutus. Donc ça n'a fait qu'exacerber la situation, ce qui fait que d'année en année, les dirigeants qui sont venus après n'ont pas trouvé la solution pour calmer la situation. Donc chaque fois quand il y a une violence ethnique dans une nation, il faut s'inquiéter pour l'avenir? Non, bien sûr, il faut bien s'inquiéter. C'est-à-dire que ce que j'ai vu au Rwanda et au-delà du Rwanda, le Burundi également, c'est que c'est très très important d'empêcher à tout prix une violence basée sur l'ethnie. C'est important. L'ethnie ou la communauté, je pense que c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que le vivre en paix, le vivre en commun là, c'est que l'essentiel, c'est que le fondamental. Par exemple, ici au Burkina, nous avons toujours vécu dans la paix en communauté. Je prends l'exemple de la parenté à plaisanterie. Oui. Qui est une valeur importante. Une valeur fondamentale, parce que quand je suis allé en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, j'ai découvert qu'ils ne connaissent pas cette valeur. Cette valeur n'existe pas là-bas. Donc c'est quelque chose d'essentiel qui peut régler les problèmes très facilement entre les communautés et éviter que ça s'empire. N'importe quel problème qui arrive peut être résolu. Plus jamais ça au Rwanda, plus jamais ça dans aucune nation au monde, pour ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu.
Non, non, bien sûr. C'est vrai que ce que j'ai vu au Rwanda, je ne peux pas, c'est qu'en aucun cas imaginer que ça arrive ailleurs dans le monde. Dans le monde, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est vraiment de plus jamais que ça, nulle part ailleurs dans le monde. Parce que c'est l'humanité entière qui est concernée. Quand on veut détruire toute une communauté, c'est l'humanité entière qui est concernée. Quand on parle de génocide, c'est l'humanité entière. Parce qu'avant le Rwanda, on avait vu le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait également traumatisé le monde entier. Donc, vraiment, de plus jamais ça nulle part ailleurs dans le monde. Vous avez travaillé sur le Rwanda, vous avez aussi travaillé sur le Burundi. Là aussi, c'était à des moments critiques. Quand vous êtes arrivé au Burundi, était-ce pratiquement le même scénario rwandais qui se dessinait dans ce pays limitrophe? Oui, effectivement, j'ai travaillé au Burundi à partir de 1998, de 1998 à 2003. Ça fait 5 ans environ. 5 ans environ. Et vous savez, le Burundi également, comme le Rwanda, c'est un problème entre les Tutsis et les Hutus. Même scénario pratiquement. Non, c'est le même scénario. C'est le même scénario pratiquement. Et puis encore, même les populations, c'est presque la même chose. Parce que du côté du Rwanda, les Hutus sont majoritaires, mais du côté du Burundi également, les Hutus sont majoritaires. Donc là aussi, c'était ce problème entre Tutsis et Hutus. Et quand je suis arrivé là-bas en 1998, c'était après l'assassinat de Melchior Ndadaye, le premier président démocratiquement élu qui était un Hutu. Et donc qui a été assassiné lors d'un coup d'État. Donc l'assassinat de Melchior Ndadaye, qui a eu lieu en 1993, je crois, a entraîné automatiquement une guerre civile entre les Tutsis et les Hutus. Donc quand moi je suis arrivé là-bas en 1998, c'était vraiment en pleine guerre civile et c'était le même scénario. Et d'ailleurs, avant que je n'arrive, il y avait déjà eu beaucoup de massacres. Il y avait beaucoup de massacres ethniques également. Et au Burundi, la communauté internationale n'a pas reconnu que c'est un génocide, bien que... Mais est-ce que les signaux du génocide, les conditions du génocide étaient réunies au Burundi? Bon, selon la communauté internationale, ce n'était pas réuni, mais quand même, il y avait des massacres. Et quand vous êtes arrivé, ce que vous avez constaté, est-ce que c'était un génocide? Non, non, il y a eu des massacres, c'est sûr, mais ce n'est pas à moi de dire que c'est un génocide, c'est pas un génocide, ça revient à la communauté internationale. Vous ne voulez pas qualifier, hein? Non, non, ça revient à la communauté internationale. Oui, mais ce que je voulais savoir, quand vous êtes arrivé au Burundi, finalement, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que c'était le même chaos, le même désastre que ce que vous avez vu au Rwanda? Non, effectivement, il y avait déjà la guerre civile, ça n'a pas atteint le Rwanda, bien sûr, parce que le Rwanda, tout le pays a été détruit. Le Burundi n'a pas été détruit. Le Burundi a connu le coup d'État et tombé dans la guerre civile. Donc il y avait des attaques des rebelles Hutus qui étaient à l'intérieur, qui étaient dans les collines ou bien dans les pays voisins. Donc des attaques régulières et l'armée burundaise répliquait. Donc c'était surtout une guerre civile. Ça n'a pas atteint le Rwanda, bien sûr. Et vous êtes arrivé en pleine guerre civile au Burundi? Oui, absolument. Est-ce que pendant la guerre civile, on pouvait travailler quand vous êtes arrivé pour le compte des Nations Unies? Oui, bon, écoutez, quand on met en place une mission des Nations Unies sur le terrain, dans les zones de conflit, c'est pour que les gens travaillent. Donc, quelle que soit la situation très difficile, il fallait quand même travailler. Donc, et concrètement, comment vous avez pu travailler dans cette ambiance-là? On a pu travailler, on a déployé les unités des droits de l'homme dans tout le pays. Et il y en a qui étaient basés à Bujumbura, mais on faisait des sorties quotidiennes sur le terrain pratiquement tous les jours. Et la situation faisait qu'à partir d'un moment donné, on était obligé de nous déplacer dans des véhicules blindés des Nations Unies. Véhicules blindés, et en plus de cela, avec une escorte militaire pour aller travailler. Et là, le travail consistait exactement à faire quoi? Le travail consistait à aller enquêter sur les cas de violation des droits de l'homme. Il y en avait quasiment tous les jours. Comme et là aussi, on vous a fait des témoignages assez édifiants de la part des survivants de ces différentes barbaries. Ah oui, absolument. Et là également, nous avons eu beaucoup de témoignages, beaucoup d'incidents sur lesquels nous avons enquêté directement et de manière vraiment quotidienne. Et on a eu des témoignages également, visiter les prisons, les centres de détention secondaires. Et si vous le permettez, je voudrais revenir sur c'est un cas également que j'ai vécu en 2000. J'avais déjà évoqué la dernière fois. Et on m'a envoyé enquêter sur une attaque qui a eu lieu dans les environs immédiats de Bujumbura. Il y avait une zone qu'on appelait Bujumbura rural. Bujumbura rural, c'est une zone à dominance Hutu. Et apparemment, il y avait des rebelles armés Hutu dans cette zone-là qui étaient vraiment assez solides dans cette zone. Donc, nous sommes allés enquêter. Et nous sommes tombés sur une famille qui avait été décimée. La mère et les enfants, mais pas le père. Et donc la plus jeune, je l'appelle, c'était une fillette de 7 ou 8 ans qui avait été tuée avec une pierre. Ça a été écrasé avec une pierre. Les autres ont été tués par des armes à feu. Donc quand nous avons mené l'enquête, c'était moi avec une collègue marocaine, quand nous avons mené les enquêtes, il s'est avéré que c'était la famille d'un chef rebelle
qui opéraient dans la zone. Et le témoignage avait montré que c'était des éléments de l'armée qui avaient exécuté la famille. Donc, toutes les preuves étaient là. Donc, après ça, moi, j'ai pris la responsabilité d'aller voir le commandant militaire de la zone. Donc, quand il m'a reçu dans son bureau, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, écoutez, M. Diallo, ce que vous nous apportez là, effectivement, c'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Et il a donné le nom du chef rebelle là. Et apparemment, l'armée tentait de mettre la main sur lui, il n'arrivait pas. Donc, à force d'aller chez lui, sa famille. À force d'aller chez lui, il ne trouvait pas. Donc, finalement, au dernier moment, certains soldats n'ont pas résisté et puis ils ont commis l'irréparable. Quand je dis au commandant que vraiment c'est déplorable, il m'a dit effectivement, c'est déplorable, mais M. Diallo, nous sommes en guerre. Quand nous sommes en guerre, ce genre de choses arrivent. On ne peut pas poursuivre ces gens qui commettent ce genre de violations de droits de l'homme actuellement, mais nous prenons tout, nous mettons ensemble et à la fin de la guerre, ils seront poursuivis. Est-ce que dans une situation de guerre, un défenseur des droits humains est audible et son message est entendu par notamment ceux qui vous accueillent? Difficilement. C'est-à-dire que le message est audible, mais vraiment, il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup parler avec les hautes autorités, il faut expliquer, il faut sensibiliser. Donc, il faut démontrer que c'est dans l'intérêt de tout le monde, finalement. C'est pas seulement dans l'intérêt on vient pas seulement pour défendre les victimes, mais c'est également dans l'intérêt, même ceux qui opèrent sur le terrain, de respecter les droits de l'homme. Donc, c'est audible, mais c'est difficile. Au Burundi, finalement, tout s'est bien passé à un moment donné. Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés particulières dans votre mission? Non, on avait des difficultés quotidiennes, parce que souvent, quotidiennes, parce que comme je dis, on allait sur le terrain tous les jours, et on allait dans des zones de guerre, avec une escorte, et ce n'est jamais facile. Donc, souvent, vous allez dans une zone de guerre et puis des combats éclatent là-bas, vous êtes obligé d'y rester ou bien d'attendre qu'on vous évacue. Donc, c'était vraiment quotidien. Vous avez contribué éventuellement au retour du respect des droits de l'homme et de la vie humaine surtout? Parce qu'on a l'impression que pour vous, c'était important sur deux tableaux. Protection des droits humains, mais aussi le respect de la vie humaine, montrer à toutes ces personnes que la vie humaine était sacrée. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que ce que je peux dire également au Burundi, ce que nous avons pu faire également, c'était vraiment la coopération judiciaire. C'est vraiment aider à renforcer le système judiciaire, aider à amener les autorités judiciaires à voir la situation des détenus. Je me rappelle qu'à un moment donné, on a eu l'honneur que le doyen Passeri à Bujumbura. Le doyen Passeri était là, il était au niveau de la cour d'appel. C'est vrai que lui aussi, il fait beaucoup de témoignages sur ce qu'il a pu voir au Burundi. Le doyen Passeri était l'un des avocats employés par les Nations Unies pour aider à ramener la paix au Burundi. Et il a défendu beaucoup de victimes, de gens qui étaient détenus, des suspects, qui ont commis des crimes graves. C'est d'ailleurs là où, moi, la première fois que j'ai fait la connaissance du doyen Passeri, nous avons travaillé ensemble. Donc on a aidé vraiment à reconstruire le système judiciaire. Donc, ramener un peu la justice, un temps soit peu, et puis, parce que sans la justice, il n'y a pas de réconciliation et de paix. Burundi, Rwanda, et puis il y a aussi ce qu'on a appelé la Cour africaine des droits de l'homme. Vous avez commencé à travailler pour cette institution panafricaine, il faut le dire, du côté de Arusha en Tanzanie. À ce niveau, finalement, est-ce que la Cour africaine, vous pensez qu'elle a pu réussir les principales missions à lui assigner? Ok, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple qui a sa base à Arusha, donc après les Nations Unies, j'ai été recruté comme greffier adjoint, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. C'est une nouvelle cour qui a été mise en place par l'Union africaine, dont le texte fondamental a été signé ici à Ouagadougou, le protocole de 1988, donc qui a la mission principale de veiller au respect des droits de l'homme, donc juger les cas de violation des droits de l'homme. Donc la Cour fonctionne. Avec ces difficultés, hein? Énormes. Oui. Des difficultés énormes. Et à mon avis, la première difficulté énorme, c'est le manque de volonté politique des États membres. Parce que, je prends un exemple. Ceux qui ont mis en place la Cour, ceux qui ont mis en place le protocole, ont pris la décision, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, d'inclure dans le protocole là, que pour que des gens puissent porter plainte contre un État, il ne s'agit pas seulement pour l'État de ratifier. L'État ratifie, mais l'État doit faire une déclaration, on appelle la déclaration spéciale, qui est à l'article 34.6 du protocole, dit que moi, par exemple, le Burkina Faso, j'autorise les victimes des droits de l'homme à porter plainte contre moi au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Alors, ce blocage, entre guillemets, a fait que très peu d'États ont fait cette fameuse déclaration.
Et je pense qu'on avait atteint le nombre de 12, donc 12 sur 54 pays. Et entre-temps, il y a 4 pays qui ont décidé de retirer leur déclaration, parce que la déclaration, elle est libre. L'État peut faire la déclaration, mais l'État peut retirer aussi. Et c'est important de préciser que dès que la déclaration est faite, tous les citoyens de ce pays peuvent saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Non, absolument. Dès que la déclaration est faite, oui, tous les citoyens et même les non-citoyens qui vivent dans ce pays, qui estiment qu'ils ont été victimes de cette violation des droits de l'homme, que l'État n'a pas fait son travail. Mais il y a une condition importante. Il faut s'assurer que d'abord la procédure judiciaire locale a été suivie jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la Cour d'appel. Voilà, jusqu'au niveau de la Cour d'appel maintenant, si celui qui estime qu'il a été victime n'est pas satisfait, en ce moment-là, il peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Il doit se prononcer. Et quand on était donc en Tanzanie, à Dar es Salaam, pour le dialogue judiciaire, l'un des exemples qui a été cité, c'était le Burkina Faso, avec les dossiers Norbert Zongo et Issa Loé Konati. Oui, absolument. Ça, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, à toutes les conférences, je l'ai cité. Et d'ailleurs, souvent, certains de nos juges disaient que pourquoi à chaque fois, M. Diallo, vous citez chaque fois votre pays, qu'est-ce qu'il y a? Alors, parce que le Burkina, effectivement, c'est le seul pays, pour le moment en tout cas, qui a effectivement mis en œuvre les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme à 100%. Parce que là aussi, il y a un autre défi encore que la Cour a. Non seulement il y a ce manque de volonté politique de reconnaître la Cour, mais il y a cet aspect que les décisions rendues ne sont pas mises en œuvre. Pas vraiment. Certaines le mettent à moitié, certaines ne le mettent pas, certaines décident même de se retirer. Donc là, je pense qu'il faut saluer le Burkina Faso. D'ailleurs, tout le monde le fait. Chaque fois qu'on a des rencontres internationales, que ce soit au niveau des juges, au niveau de greffe, les gens rappellent que le Burkina, comme vous-même vous étiez à Darsan, vous avez vu que le Burkina a été salué comme un exemple. Et avec le dossier Norbert Zongo, il y a le dossier du journaliste Issa Loé Konaté aussi qui a été traité de la même manière par la Cour africaine des droits de l'homme. Absolument. Dans les deux dossiers, l'État du Burkina Faso, le Faso a été condamné et le gouvernement s'est vraiment exécuté. Tout ce que la Cour a demandé au gouvernement de le faire, ils l'ont fait. Un autre élément important aussi, c'est la crainte que beaucoup de gens ont sur l'avenir même de la Cour africaine des droits de l'homme, si la tendance actuelle se maintient ou se poursuit. Non, absolument. Cette crainte-là, elle est tout à fait fondée. Comme je viens de vous le dire, il y a cet aspect de déclaration-là. Est-ce qu'il faut revoir les textes en la matière au niveau de l'Union africaine pour enlever cette partie déclaration? Non, je pense qu'il faut le revoir. D'ailleurs, la Cour a fait des démarches à toutes les conférences des chefs d'État de l'Union africaine. La Cour a fait la demande que cette condition-là, cette conditionnalité, soit supprimée. Mais les États membres n'ont pas accepté. Nous sommes pratiquement en fin d'émission avec vous. Je voudrais vous entendre sur deux choses. D'abord, c'était en 1990. Vous avez une maîtrise en droit à l'université Joseph Kizerbo, maintenant c'était l'université de Ouagadougou en son temps. Et vous avez fait donc votre mémoire sur la coopération entre le Burkina Faso et les pays communistes. On a notamment la Chine, Cuba et la Corée du Nord. Et aujourd'hui, on renoue avec la Corée du Nord. Alors, de par cette étude-là, qu'est-ce que vous avez pu ressortir sur la coopération entre notre pays et ces pays communistes-là? Merci. En fait, en ce moment-là, comme vous le savez, quand vous êtes dans les campus universitaires, là, les jeunes étudiants sont toujours comment dire, impressionnés par c'est pas la politique, sont marqués par les débats politiques. Donc, en ce moment-là, quand on parlait... Vous étiez tous révolutionnaires dans l'âme ou communistes dans l'âme? Tout le monde était révolutionnaire dans l'âme, communiste dans l'âme. Donc, ce sujet m'avait beaucoup intéressé et j'avais fait cette étude-là. Il était ressorti que, surtout dans la période révolutionnaire, 83-87, là, cette coopération était vraiment très, très importante. Aussi bien Cuba que la Corée du Nord et la Chine, il y avait vraiment une coopération qui était essentielle, en tout cas qui avait marqué les esprits. On rappelle que le président Thomas Sankara avait fait un déplacement aussi bien à Cuba qu'en Corée du Nord. Donc c'est vraiment le niveau de coopération était vraiment très avancé. Très avancé, absolument. En 2004, et ça c'est encore plus récent, mémoire pour l'obtention du diplôme de 3e cycle interuniversitaire, violence sexuelle et viol dans la jurisprudence du tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous en avez parlé aussi. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Oui, absolument. C'est-à-dire que là, ce qu'on a pu découvrir, c'est que pendant le génocide, les violences sexuelles étaient utilisées comme une arme de guerre. Et il y a des femmes qui étaient systématiquement violées dans le seul but de les détruire. Donc il y a eu des milliers et des milliers de femmes qui ont été victimes.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés de cela, de ce génocide-là, de cette manière-là. Et vraiment, que c'était les tueurs, les génocidaires avaient mis en place cette arme-là de manière vraiment délibérée. Et il y a des chefs meneurs qui ont été condamnés pour cela, on a prouvé que vraiment rassembler des femmes, inviter les tueurs à venir s'en prendre à elles dans le seul but de détruire cette communauté. Nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ce peuple burkinabé en crise avec l'insécurité actuellement, où certains disent on ne veut pas entendre parler des droits de l'homme? Il faut faire beaucoup attention. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de tout ce monde? Oui, mon message est qu'il faut que les gens acceptent, se rendent compte que la question des droits de l'homme, on ne peut pas la contourner. On ne peut pas continuer la question des droits de l'homme, même quand nous sommes en crise. D'ailleurs, elle est essentielle, parce que dans tous les cas, si on veut demain ramener la paix et se réconcilier, il faut forcément faire la lumière sur toutes les violations des droits de l'homme. Il faut faire tout pour que... Donc, tôt ou tard, ce qui se passe au Burkina va finir par être élucidé. Non, non, absolument. Et puis encore, c'est important pour nous-mêmes. C'est vrai qu'il ne faut pas même attendre l'extérieur. Je pense que, quelle que soit la situation actuelle que nous vivons là, le Burkina, c'est un état de droit. Nous avons une constitution, nous avons des institutions, nous avons des institutions judiciaires. Il faut quand même que les violations des droits de l'homme, toutes les allégations des violations des droits de l'homme, il faut qu'il y ait des enquêtes, il faut qu'il y ait des suites judiciaires. Cela contribue également à ramener la paix et la réconciliation. C'est mon point de vue. C'est mon expérience. Dans tous les cas, le passif revient toujours. En matière de droits de l'homme, le passif vous rattrape toujours. On a plein d'exemples. On a actuellement ce qui se passe en Guinée actuellement. Donc quand il y a un passif de droits de l'homme, ça rattrape toujours. C'est important. Nouhoun Madani Diallo, merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. En tout cas, je pense que vous allez continuer à apporter votre expertise en matière d'information, de sensibilisation pour le respect et la protection des droits de l'homme au Burkina et un peu partout en Afrique. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie vraiment. C'est l'opportunité. C'est gentil à vous. Merci bien. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. C'était un rendez-vous pédagogique pour qu'on puisse comprendre les intérêts surtout de la protection et du respect des droits de l'homme dans tous les pays, notamment au Burkina Faso. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.